Aujourd'hui, nous revenons donc sur une affaire qui interroge profondément notre société sur la façon dont elle voit les musulmans. C'est l'histoire d'un candidat au concours de la police mis à l'écart pour une raison troublante. Il aurait été jugé trop musulman. Après une longue bataille judiciaire, le 25 octobre dernier, Karim a remporté une victoire importante contre la préfecture de police devant la cour administrative d'appel de Paris. Cette décision soulève de nombreuses questions. Comment une telle situation a-t-elle pu se produire? Quels sont les critères qui ont conduit à cette mise à l'écart et surtout que dit cette affaire du regard porté sur sur les citoyens de confession musulmane au sein des institutions publiques comme la police. Pour répondre à ces questions, nous serons en visio avec Karim, le candidat à policier au concours, donc au cœur de cette affaire, qui nous livrera son témoignage et son parcours, et ainsi que son avocat, Sefen Guezguez, qui reviendra sur les enjeux juridiques de cette victoire. Bonjour, maître Sefen Guezguez, vous êtes avec nous? Bonjour. Bonjour, oui, je suis là. Cette victoire de votre client, est-ce que c'est un précédent juridique important et pourquoi? Alors, c'est évidemment une jurisprudence importante, un précédent, puisque si vous voulez, jusqu'à aujourd'hui, la question du signe, euh, de la trace de prière sur le front n'était pas débattue devant une juridiction administrative. On ne savait pas où placer le curseur. Évidemment, du côté de la préfecture et du ministère de l'Intérieur, qui lui est venu défendre le dossier pour le compte de la préfecture, il était intolérable et inenvisageable de voir un candidat afficher cette trace qu'ils ont qualifiée comme étant un signe de repli identitaire, alors que, et c'est ce que dit la Cour administrative d'appel, cette trace, si elle apparaît, elle n'apparaît que dans le cadre d'un exercice privé du culte, c'est-à-dire le candidat fait sa prière et c'est pas nécessairement un signe de repli communautaire ou de radicalisation, il était quasiment question de cela dans la défense du ministère de l'Intérieur. Et fort heureusement, ce que dit la Cour administrative d'appel, c'est qu'en lui-même, le simple fait d'avoir ce signe sur le front n'est pas la démonstration que le policier risquerait, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, de ne pas respecter l'obligation de neutralité et la laïcité telle qu'elle est imposée à l'ensemble des fonctionnaires. Donc oui, c'est une jurisprudence importante qui s'applique d'abord pour les policiers, mais qui s'applique à l'ensemble de la fonction publique d'État et territoriale, et qui envoie un message clair sur cette question-là. Donc il y avait déjà eu le débat sur la question de la barbe, où là, la jurisprudence est claire. À partir du moment où on porte une barbe, il n'y a pas de sujet si la barbe est plutôt bien entretenue et que la personne présente un visage qui est, disons, ouvert. La question, c'est si le candidat refuse ou le fonctionnaire refuse de se tailler la barbe et qui dit que c'est pour... quand je dis tailler la barbe, c'est pas la raser de près, mais Oui. disons, faut qu'elle soit propre. Où là, il y a eu des précédents et une décision des cours administratifs d'appel qui ont pu sanctionner notamment un médecin qui refusait ne serait-ce que de passer un coup de ciseau dessus. Et là, sur le fond, enfin sur la question de la tâche du Du fond, c'est la fond. première fois qu'on a une telle jurisprudence. Je Euh, voudrais préciser que dans ce dossier, on a eu le allez-y. défenseur des droits qui est venu à l'appui de mon client dénoncer le comportement de la police, qu'il a qualifié clairement dans son mémoire de situation de discrimination. Merci, maître Guezguez. Restez avec nous, bien sûr. Je vais passer la parole à Karim. Karim, bonjour. Bonjour, Bonjour, merci d'être avec nous. je vous Euh, en prie. D'abord, parce que je voulais que ce soit vous qui nous racontiez le début de cette affaire. Donc, j'aimerais que vous nous racontiez comment tout cela a commencé pour que nos téléspectateurs et nos auditeurs comprennent un peu mieux ce qui s'est joué là. En fait, c'est très très simple. Alors, tout d'abord, je suis désolé, je suis dehors, donc ça Ah, risque de faire un petit peu de bruit. il n'y En a pas fait, de c'est très problème. très simple. J'ai envoyé ma candidature comme tout le monde. J'ai passé mes tests écrits, mes tests physiques qui ont été validés, mon entretien devant un jury, ma visite médicale et ensuite l'enquête de moralité où tout le monde y passe. Forcément, bon, il n'y a pas de cadeau, c'est pareil pour tout le monde. Je me présente à l'enquête de moralité. La question qui m'est posée, c'est quelle est la tâche que vous avez sur le front? J'explique aux policiers, en fait, c'est parce que je prie et que ça vient avec le temps, tout simplement. Et je lui explique que c'est pas quelque chose qui est lié à, comment vous dire ça, quelque chose d'une prière assidue, c'est vraiment quelque chose qui vient seul avec le temps. Vous avez des gens qui ont la peau plus sensible que d'autres. Il me dit d'accord, pas de problème. 6 mois après, on attend 6 mois après, je reçois un courrier pour m'annoncer que du coup le préfet refusait de me donner son agrément,
parce que des éléments d'interrogation ont été soulevés quant au devoir de neutralité d'un policier. Donc dans le même courrier, on me laisse le choix soit de saisir le tribunal, soit de saisir le préfet, faire un recours. Donc je fais un recours devant le préfet, on le envoie en courrier lui disant que voilà, je ne comprenais pas la décision qui a été prise à mon encontre et que les éléments d'interrogation, c'est pas suffisamment clair. Je ne peux pas savoir quel est réellement le motif du refus. Et donc on me répond 2 semaines après en me disant qu'au vu des éléments qui sont sur mon dossier, en fait ça ne va pas fonctionner. Donc du coup, je décide de saisir le tribunal administratif. Et donc du coup, premier refus qui m'a pas été accordé, malheureusement. Et le deuxième, grâce au travail de mon avocat, m'a donné raison et la préfecture a notifié que le fait qu'un jeune de mon âge ait cette tâche, ça a révélé un risque possible de repli identitaire. Et ils n'ont jamais justifié le repli identitaire puisque c'est très compliqué de justifier ça. Et donc du coup, voilà un petit peu en grosso modo l'histoire. Et ça a commencé en 2021, c'était ça hein, Ouais, c'est ça, exactement, c'est ça, ouais. Et comment vous avez vécu justement cette situation sur le plan personnel? Franchement, je l'ai très très mal vécu parce qu'en fait, pour moi, devenir policier, ça a toujours été un rêve d'enfant. Je me suis jamais caché de vouloir devenir policier. J'ai toujours aimé ce métier-là. Servir son pays, être au service de la population, veiller au respect des lois, tout simplement. Donc en fait, imaginez-vous, demain, je sais pas, vous voulez devenir... vous avez la même chose que moi, vous voulez devenir policier, puis à la fin on vous dit non, parce que vous avez une tâche, et parce que votre tâche, ça peut être un risque de repli identitaire. Franchement, je l'ai très mal vécu. Heureusement que j'ai pu rebondir parce que j'avais des gens autour de moi qui m'ont soutenu, et que voilà, je ne me laisse pas non plus abattre dès que j'ai un échec, j'ai quand même pu rebondir. Mais voilà, c'était très difficile, et ça a été un soulagement pour moi. Le fait d'avoir eu gain de cause, en fait, ça vous enlève un gros poids dans le dos, en fait. Oui, non, j'imagine bien, surtout que c'était, comme vous le dites, un rêve d'enfant. Est-ce que ça a des conséquences sur votre envie de devenir policier ou est-ce que cette affaire vous a finalement totalement écarté de ce métier? En fait, je suis un peu mitigé. Je vous dirais que ça me fait peur un peu parce que je me dis qu'aujourd'hui c'est une tâche, qu'est-ce que ce sera plus tard? Et d'un côté, je me dis, voilà, c'est toujours quelque chose que j'ai toujours voulu faire depuis que je suis petit. Disons que moi, je serais prêt à repasser le concours, mais je ne sais pas si si le préfet me donnera son agrément, mais en tout cas, c'est un peu compliqué. Imaginez demain que je vous tende la main et que vous décidez de me couper la main plutôt que de tenir ma main. C'est un peu compliqué. C'est difficile de se prononcer. Je suis très mitigé. Je peux le comprendre. Restez avec nous, Karim. Maître Guezguez, est-ce que cette affaire révèle, selon vous, donc les mécanismes de discrimination qu'il y a au sein de la police et plus largement peut-être des institutions publiques françaises? Mais complètement, puisque je vous l'ai dit dans ce dossier, au-delà de la préfecture de police de Paris, c'est le ministre de l'Intérieur qui est venu défendre personnellement ce dossier en expliquant à la Cour administrative d'appel qu'il n'y avait pas de place pour Karim au sein de la police nationale parce que si on acceptait sa présence, on ferait rentrer du communautarisme au sein de la fonction. Ce n'est pas la première fois. On a déjà vu des cas dans le cabinet que j'ai pu assister, parfois des agents qui travaillent à l'aéroport qui se font écarter, des ingénieurs qui travaillent dans des centrales nucléaires qui se font écarter parce que vous êtes parti au pèlerinage, parce que vous avez gardé des attaches avec votre pays d'origine, etc. Donc, si vous voulez, c'est un épiphénomène, le cas de Karim, mais fort heureusement, cette jurisprudence-là, bien sûr, elle nous aidera pour la suite et pour l'ensemble des fonctionnaires et des candidats à la fonction publique. Karim, est-ce que vous avez le sentiment que finalement votre foi, votre religion est systématiquement assimilée à une menace, à une incompatibilité avec... là, le maître Guezguez vient de citer différents métiers, mais là, en l'occurrence, c'était pour le métier de policier. Est-ce que vous avez ce sentiment-là suite à cette affaire et peut-être même avant, je ne sais pas? J'ai envie de vous dire oui, puisque visiblement, on s'est appuyé sur une tâche pour justifier un refus en parlant d'un repli identitaire. Donc oui, forcément, c'est ma foi qui est remise en cause. Quand j'ai voulu devenir policier, je sais très bien qu'en étant fonctionnaire dans la fonction publique, il faut savoir mettre sa religion de côté, son opinion politique. Donc c'est quelque chose que je n'aurais pas eu de mal à le faire. Je le fais déjà au quotidien dans mon travail. Donc sur ça, j'ai aucun souci. Et oui, je sais pas, repli identitaire pour une tâche, c'est quand même très inquiétant. Je sais pas, peut-être que ça arrive à d'autres personnes, ils n'ont pas osé prendre la parole par peur. Mais moi, voilà, je n'ai pas eu peur de prendre la parole parce que je savais que je n'étais pas du tout en tort et que c'était totalement légitime de ma part de saisir un avocat et de saisir le tribunal. Maître Guezguez, au final, est-ce que quel message cette victoire envoie-t-elle, selon vous, aux responsables politiques et aux institutions françaises, aux forces de l'ordre? Qu'est-ce que cette victoire que vous venez d'obtenir envoie comme message? Le message, c'est qu'il faut distinguer
l'islamité du risque de radicalisme ou de risque de rupture du principe de laïcité, qu'on peut tout à fait être fier d'être policier, fier d'être français, tout en pratiquant sa religion. Il ne s'agit pas de revendiquer le droit d'être un policier musulman, mais simplement un constat, on a le droit de l'être. Et il ne faut pas que dans la fonction publique, on ait des politiques de discrimination institutionnelle comme celle qu'a subie clairement Karim, puisque ce n'est pas une décision, si vous voulez, d'un officier de police dans son coin, dans un commissariat. Non, c'est la préfecture de police de Paris, puis le ministre de l'Intérieur qui a soutenu cette situation de discrimination. Et si on n'avait pas des organismes comme le Défenseur des droits et des institutions judiciaires pour dire le droit, quel message serait passé pour Karim et pour les autres candidats qui auraient pu être écartés? En fait, vous n'avez pas votre place en France. On revient encore à la question de l'intégration, de l'assimilation, et ça, c'est intolérable. Je veux dire qu'on est en 2024. Notre société doit pouvoir accepter les différences, et cette jurisprudence vraiment est là pour mettre un point final à cette discrimination. Dernier mot, je vous donne le mot de la fin, Karim. Justement, vous le disiez tout à l'heure, cette décision vous a fait plaisir, mais voilà, que ressentez-vous suite à ça, et quels sont peut-être vos projets pour la suite? Peut-être pas policier, mais est-ce qu'il y a d'autres métiers que vous avez certainement envie de faire, et en espérant que cette fois-ci, votre religion ne posera pas de problème? Moi, ce que je voulais surtout souligner, quelque chose qui est très important, c'est que moi, je n'ai pas de, on va dire, je n'ai pas de rancœur envers les policiers. C'est très important de le dire, parce que je veux pas qu'on fasse d'amalgame. Il faut pas mettre tout le monde dans le même sac, sinon on s'en sort pas, malheureusement. Donc non, moi je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Est-ce que maintenant je vais repostuler pour devenir garde policier? Franchement, j'ai besoin de réflexion, parce que cette décision, elle m'a fait peur, elle m'a rendu triste. Et comme j'ai dit tout au début, heureusement que j'ai eu des gens autour de moi qui ont pu me soutenir, parce que sinon c'est très difficile, surtout que je n'ai rien fait. J'ai simplement, comme je l'ai dit au début, venir servir ma nation, faire ce que j'ai toujours voulu faire depuis que je suis petit, en fait. Maintenant, j'ai besoin de réflexion. Si je rentre pas au sein de la police, peut-être que je ferai autre chose à côté, je sais pas, douanier, gendarme, ou peut-être que je repostulerai et je porterai une tenue de policier, je sais pas encore, mais j'ai besoin de réflexion encore. Prendre un peu de temps. C'est pas une décision qu'on prend à la légère, surtout pour ce type de métier. On représente la loi, on est là pour servir la population, donc c'est pas un métier, c'est pas une décision que je prendrai à la légère, en tout cas. Très bien, merci beaucoup en tout cas, Karim, pour votre témoignage. Je vous en prie, merci à vous. Merci beaucoup, Maître Guezguez, pour également vos éclaircissements sur cette affaire. Je vous laisse avec un petit clip pour vous rappeler à quel point vos dons, vos abonnements nous sont précieux. Et si on veut continuer à proposer ce type d'émission, il faut forcément aider le média à poursuivre son chemin et son combat. Tout de suite. La situation politique est inédite, urgente. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le Média. 2 directs par jour. Une situation de crise alimentaire sans précédent. Du terrain, du reportage, mais aussi de l'enquête. Le Média est aujourd'hui la seule télévision résolument de gauche, engagée et indépendante des pouvoirs financiers et politiques. Le Média, c'est 25 travailleurs qui produisent de l'information au quotidien. Nous devons faire plus. Pour cela, nous devons nous développer. Développer la chaîne de télévision, développer nos programmes, notre présence sur le terrain, enquêter sur les puissants qui nous gouvernent. Le tout en libre accès. Développer cette chaîne unique dans le paysage audiovisuel français implique de faire grandir nos équipes, d'investir dans du matériel. Sans ça, pas d'émissions, pas de reportages, pas d'enquête et le champ libre pour les grands médias. Macron, Son Monde et l'extrême droitisation des débats. Menez cette bataille avec nous. Abonnez-vous aux médias à partir de 5 € par mois. L'abonnement, c'est notre moyen de financement le plus pérenne, le plus solide. Être abonné, c'est faire vivre une chaîne TV d'information indépendante et engagée, accessible à toutes et tous en francophonie. Être abonné, c'est faire vivre le pluralisme et le débat dans le très petit monde de la TV. Offrez-vous une alternative TV. Abonnez-vous. Le Média. Reprenez goût à l'info.